Faire son alia prend parfois des détours un peu particuliers. On a choisi aujourd'hui de parler d'une histoire un peu dramatique. C'est pas un peu, c'est carrément dramatique, mais qui finalement a changé le destin de toute une famille. J'accueille avec plaisir Sophie Pérez. Voilà, elle est là. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, il faut parler près du micro parce que sinon on va pas t'entendre. Voilà. Fais voir. Ça marche là, c'est bien. Voilà. Alors, on a commencé avec un ton un peu dramatique, mais c'est vrai que ton histoire d'Alia est liée avec une histoire personnelle qui a bouleversé ta vie et celle de tes parents. Nahon, de toute la famille d'ailleurs. Et on était obligés d'en parler. D'ailleurs, ça nous fait plaisir de rappeler sa mémoire. Bon, Hachem, ouais. Voilà. Donc, en fait, tu as perdu ton frère qui s'appelait Olivier Drahi pour ceux qui l'ont connu, alors que tu étais venu pour le mariage de ta sœur. Nahon. En vacances. Voilà, c'est ça. En juillet 92, donc ma sœur devait se marier au mois d'août 92. Et mon frère était à l'armée en France. Donc nous, on est venus pour finir les derniers préparatifs du mariage. Et lui devait vous rejoindre. Et lui devait nous rejoindre, exactement. Et il a eu un accident de moto. Et il a été tué sur le coup. Donc, gros affolement, grosse panique, forcément. J'ai voyagé de retour avec mes parents à Paris pour ramener le corps. Parce que pour ta mère, pour ma mère, c'était une évidence qu'il fallait qu'il soit enterré en Israël. Parce qu'il avait vécu un petit peu en Israël, parce qu'il adorait ce pays, que ma sœur habitait là aussi. Donc, du coup, c'était une évidence pour elle. Et pourtant, vous n'étiez pas du tout une famille à venir tous les ans, passer les vacances. On n'a jamais passé de vacances en Israël du tout, dans notre enfance, dans notre jeunesse. Donc, pour nous, c'était vraiment une vraie découverte. Ok, donc ça a été une évidence pour elle. Donc, on est revenu avec le corps, qu'on a enterré à Natania. Et ma mère, le lendemain de l'enterrement, m'a dit on reste ici. On s'en va pas. On s'en va plus. Alors toi, tu avais 22 ans. Alors que moi, j'avais 22 ans, j'avais un petit copain, j'avais un travail, j'avais mes amis, j'avais toute une vie. J'avais une partie de mes amis qui habitaient déjà ici, donc j'étais comme ça entre les deux. Mais bon, j'ai pas eu trop le choix, on va dire, que de suivre mes parents pour les soutenir. Ouais, j'imagine que c'était de toute façon... Voilà, parce qu'il restait que moi, en fait, puisque ma sœur allait se marier, donc il restait que moi. Donc je n'ai pas eu tellement le choix que de les suivre, mais franchement, aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Alors, vous avez fait le contraire exactement de tout ce qu'on raconte dans nos émissions. Il faut préparer son alia, il faut faire attention où on va, vérifier. Alors là, c'était pas du tout préparé. On imagine, on sourit, mais c'était un départ catastrophe. C'était un départ catastrophe, effectivement. Ouais. Mais en même temps, un choix du cœur. Ouais. C'était un choix du cœur, Nahon. Donc alors qu'est-ce que vous avez fait pendant... On est resté donc à Natania. On a été d'une famille de nomades pendant un an, on va dire. Vous n'aviez pas d'appartement? On n'avait pas d'appartement, on n'avait pas de meubles, on n'avait rien. Vos parents ne travaillaient pas? Rien du tout, absolument rien. Donc, doucement, après l'année, parce que l'année a été très, très, très difficile, la première. Après l'année, on a réussi à trouver un appartement, on a fait venir nos meubles, nos affaires. Mais vous n'êtes pas retourné, c'est-à-dire on n'est absolument jamais retourné. C'est les gens qui vous ont adressé les meubles? C'est les gens qui nous ont tout envoyé, qui se sont occupés de tout. D'ailleurs, ils ont été extraordinaires à cette époque, vraiment, vraiment. Tout le monde a été vraiment extraordinaire. Et ça s'est fait comme ça, naturellement. Ma mère a trouvé un travail, parce qu'elle est très débrouillarde et que... il n'y a rien qui l'a... on la salue d'ailleurs. On lui fait un petit coucou. Nahon. Il n'y a rien qui l'a arrêtée. Donc, elle ne parlait pas hébreu. Elle ne parlait pas hébreu. On a fait l'Ulpan d'abord, tous les trois ensemble. Donc faire l'Ulpan avec ses parents, qui ont la cinquantaine, c'est assez drôle, j'avoue. Franchement, j'ai passé 6 mois très, très, très sympathiques avec des gros fous rires. Surtout pour ceux qui connaissent mon père, à l'Ulpan, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Il a appris une seule phrase. Shmi Marso Rachamim. C'est tout. Ça fait 26 ans qu'on est en Israël. Il n'a jamais rien dit de plus. Bon, en même temps, Natania, c'est une bonne ville d'intégration pour lui, pour ceux qui ne parlent pas le français. C'était bien, c'était un bon choix. Un choix un peu imposé, mais en tout cas, un bon choix. Donc, chemin faisant, tout le monde s'intègre. Exactement. Baruch Hashem, tout le monde s'intègre. Mon père a commencé à faire un boulot où il a tout de suite kiffé parce qu'il a rencontré plein de gens. Il a ouvert une petite crêperie sur le Kikar, ce qui lui a permis de vivre correctement et de rencontrer plein de gens. Ça a duré quelques années.
Ma mère a travaillé à droite, à gauche. Et moi, pareil. J'ai travaillé un peu à Tel Aviv. J'avais des amis à Tel Aviv, donc je faisais des allers-retours. Voilà, on a tenu comme ça pendant 2 ans, jusqu'à ce que mon futur mari débarque. Fasse lui aussi son alliance, donc c'est le même, c'est toujours le même. C'est toujours le même, voilà. Et voilà, et on s'est mariés et on a viré plus vers Tel Aviv. Alors, on part à Tel Aviv, c'est quoi ? C'est plus sympathique pour toi ? Alors, Tel Aviv, pardon. Tel Aviv, ouais, on avait déjà toute notre bande d'amis de l'école qui habitaient déjà à Tel Aviv, donc on les a rejoints. Parce que tu étais à l'école Yavne, voilà. À Paris. Exactement. Okay. Donc on était tous ensemble. C'était la même bande d'amis qu'on avait à Paris, avec laquelle on a fait notre alia, avec laquelle on a vécu, avec laquelle on vit encore aujourd'hui. Et tout le monde s'est marié plus ou moins en même temps. Et tout le monde s'est marié la même année, tout le monde a eu les enfants la même année. Donc on est restés comme ça ensemble pendant près de 2 ans. Donc Tel Aviv pendant 2 ans, c'était la Tel Aviv pendant 2 ans, c'était très sympa. Et puis à l'époque, c'était un peu plus calme qu'aujourd'hui, donc c'était vraiment sympa. Ok, bon, alors, suite à ça, tu élèves tes enfants. Tu es mère, on ne l'a pas dit, mais tu es une maman de 5 enfants. Et même une mamie de 2 petits-enfants. Et aussi. Une mamie de 2 petits-enfants, ok. Et donc, tu ne travailles pas. Donc, je ne travaille pas. Non, j'élève mes enfants. Mon mari, Baruch Hashem, a réussi à subvenir aux besoins de la famille sans que je travaille. Voilà. Donc, du coup, j'ai pu élever mes enfants tranquillement à la maison. Et tu ne pensais pas du tout à travailler, c'était pas dans tes priorités. Non, c'était pas dans mes priorités. Non, du tout. Voilà. Du tout. Qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ans, on se réveille, on se dit ce qui s'est passé, quelque chose voilà. Ce qui s'est passé au bout de 20 ans, il s'est passé que j'ai la famille de mon mari qui a fait son alia, avec des jeunes filles suffisamment grandes pour se marier et avoir des enfants. Donc, elles se sont mariées après être venues en Israël quelques années après. Et elles sont tombées enceintes. Et elles ne parlaient pas l'hébreu. Et elles ne parlaient pas l'hébreu. Et elles étaient jeunes. Vite, j'accouche. Donc, bon, très bien, j'accouche, j'arrive. Donc, j'ai commencé comme ça à suivre, à assister aux naissances des enfants de mes nièces. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au bout de 20 ans, on va raconter bien sûr tout le cheminement, mais tu es devenue doula. Nahon. Alors doula, c'est quelqu'un qui assiste une maman, non seulement pendant sa grossesse, mais bien sûr le jour de l'accouchement, et parfois même qui l'aide à allaiter son petit une fois le bébé rentre à la maison. C'est un suivi de tout le long de la grossesse, de l'accouchement et de après, bien entendu, pour l'allaitement, pour les premiers soins du bébé, pour toutes les choses que les mamans ne savent pas trop faire quand elles sont jeunes mamans, qui est un peu compliqué. Ouais. Parce qu'en Israël, il y a beaucoup de jeunes femmes qui font leur alia sans famille, donc qui sont un peu seules. Mm-hmm. Et c'est pas évident de faire une grossesse, de faire un accouchement et d'avoir un bébé quand on est seul. Mm-hmm. C'est sûr. Alors, toi, tu commences avec tes nièces. Tu te prends au jeu. Je me prends au jeu. C'est facile de se prendre au jeu. Franchement. C'était quoi ? T'étais intéressée par J'ai toujours aimé les bébés, les nourrissons. Et tout ce qui touchait à la grossesse, le bébé dans le ventre, ça m'a toujours passionnée. La naissance aussi. Et une fois que j'avais vécu un accouchement, c'était fini. Je savais qu'il fallait que je fasse ça tout le reste de ma vie. Alors, ça a pris combien de temps, le moment où tu as cette prise de conscience, où tu te dis, c'est pour ça que je suis née, c'est ma mission dans ce monde, et le moment où tu te professionnalises, où tu apprends officiellement à être doula? Ça a pris, on va dire, 2 ans. Okay. Parce que les premières naissances de mes nièces, j'avais encore un petit garçon qui avait à peine 2 ans et demi. Ouais. Donc, faire des études avec un petit garçon de 2 ans et demi, c'est pas très facile. Donc, les premières naissances, voilà, il avait comme ça 2 ans. Et voilà, 2 ans après, au bout de la 3e naissance chez mes nièces, j'ai dit, allez, stop. Maintenant, il faut que je fasse ça sérieusement. Je me suis renseignée et j'ai été étudiée. Et tu as été étudiée grâce à l'hôpital Leniado qui a une formation reconnue dans tous les hôpitaux d'Israël que tu as suivie. Mm-hmm. Alors, tu peux nous dire 2-3 mots sur cette formation? Alors, c'est une formation qui s'appelle Imaledet. Ok. C'est 2 doulottes. Gila et Erit, qui ont 30 ans d'expérience, des Israéliennes. Ok. Et qui donnent des courses. Donc, comment ça se passe? C'est 6 mois de courses, 1 fois par semaine, une matinée entière. Et chaque semaine, on avait le droit à un cours, soit d'un gynéco, soit d'une sage-femme. On a eu un psychologue,
on a eu comme ça plein de corps de métier qui touchaient à la grossesse et à la naissance, avec des cours très, très, très intéressants sur la physionomie, sur l'anatomie, sur comment se comporter avec les mamans. Et à côté de ça, on avait aussi tout ce qui est physique, c'est-à-dire les massages, la réflexologie, l'homéopathie, l'étude avec les plantes. Donc des espèces d'instruments, en tout cas de méthodes pour essayer d'alléger les douleurs de la maman, c'est ça ? Exactement. Alléger les douleurs de la maman pendant la naissance, être à ses besoins, être à son écoute, pas seulement la maman, mais aussi au papa et à la famille, parce que c'est important que la doula, elle arrive à englober tout le monde, toutes les personnes qui sont touchées de près par la naissance, c'est-à-dire le papa, la maman, et les grands-mères en général aussi. Et donc c'est un vrai soutien familial. Et effectivement, le côté physique, c'est beaucoup de massages. C'est pour alléger la douleur, pour faire avancer la naissance. C'est-à-dire que des fois... Ça se passe au mieux. Voilà, exactement. Et pour éviter, j'imagine... Pour éviter, effectivement, on essaye avec ce genre de méthode de diminuer les risques de césarienne. Okay. De diminuer tout ce qui est épisotomie, forceps, vacuum. On essaye de faire au mieux les techniques qu'on a appris. Souvent, ça évite l'intervention médicale. Ça évite l'intervention médicale. Et aussi, c'est un vrai soutien aussi par rapport étant donné que les mamans ne parlent souvent pas la langue, c'est un vrai lien entre l'équipe médicale et la maman. C'est-à-dire que nous, en tant que doula, on est là au milieu pour expliquer aux parents tout ce qui va se passer, pour expliquer et pour faire la traduction entre l'équipe médicale et les parents. Donc on peut dire un peu que ta particularité, c'est vraiment d'accompagner des jeunes mamans francophones. C'est ça. Qui ne sont pas encore hébraïsantes et qui sont plus rassurées, plutôt que, comme c'était le cas il y a quelques années, on partait accoucher en France pour certaines. Exactement. Ça ne se fait plus maintenant. Exactement. On prend une doula francophone pour mieux connaître le système, pour ne pas être perdu, pour savoir comment pour ça être se passe. soutenu. Et puis soutenu, et puis même comprendre quand le médecin s'adresse à soi dans la salle d'accouchement, savoir quoi faire, tout simplement, et ne pas avoir des repères. Voilà, exactement. Et ça évite aussi aux mamans de premiers bébés de vivre des traumatismes pendant la naissance qui peuvent être assez compliqués à gérer après. C'est-à-dire ? Ça peut très bien être le fait que la sage-femme ait fait une épisiotomie sans demander l'autorisation, alors qu'elle n'a absolument pas le droit. D'accord. Donc ça peut être un petit traumatisme vécu par la maman qui peut après, par la suite, être assez difficile à gérer. Voilà. Et à ce moment-là, moi, je suis au milieu pour dire justement, attends, tu coupes pas. On demande d'abord à la maman si elle est d'accord. En général, moi, je lui explique et je lui fais comprendre que vaut mieux que la sage-femme le coupe. Mais il faut que l'autorisation soit claire. Parce que s'il n'y a pas cette autorisation et si elle prend ses ciseaux et hop, elle coupe, la maman va vivre un traumatisme, c'est évident. Alors qu'un petit détail comme ça, il fera que la naissance se passera bien. Donc, soutien psychologique aussi énorme, on comprend bien. Pendant la grossesse, j'imagine qu'on gère aussi les angoisses. Alors, tu es devenue doula professionnelle en 2016, alors que tu n'avais pratiquement pas du tout travaillé en Israël d'ailleurs. Pratiquement pas, non. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver C'est très sympa. Ça change de la maison et des enfants, déjà, pour commencer. C'est agréable. À l'heure où les gens pensent à s'arrêter, toi, exactement, moi je commence. Je profite de l'expérience que j'ai eue en ayant eu mes enfants. Je profite de l'expérience que j'ai eue de toutes ces années passées en Israël à essayer de faire vivre une famille, même si c'est pas au niveau financier, mais au niveau soutien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine expérience et je peux me permettre d'aller au-devant des gens pour leur dire « je peux vous aider ». Combien d'accouchements tu as déjà réalisé ? Enfin, réalisé. Assisté. On va dire une trentaine. Une trentaine d'accouchements. Ouais. Donc, avec des souvenirs merveilleux. Tous. On va en parler, mais on te connaît peut-être aussi, enfin en tout cas, nous t'avons connu comme ça, sur Facebook. Tu es très active, tu fais beaucoup de posts. Alors, tu as un nom de scène assez sympathique, tu t'appelles Mama Doula. Voilà, donc c'est sorti comment ce nom ? C'est sorti comme ça. J'étais devenue mamie avec mon premier petit-fils et j'avais dit avec ma belle-fille, bon, peut-être on va appeler ça Mamie Doula. Et puis elle a dit non, ça sonne pas très bien. Et c'est elle qui m'a sorti Mama Doula.
Et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Et c'est passé très très bien en fait, parce que dès que j'ai mis les premiers posts sur Facebook avec ce nom-là, après tout le monde m'appelait comme ça. Donc du coup, c'est resté. Et ça sonne bien. Et c'est comme ça, en fait, que tu trouves... c'est comme ça que je trouve mes patientes. Tes patientes, les gens qui veulent se faire accompagner. En général, c'est sur Facebook, de bouche à oreille aussi. J'en suis arrivée aussi aujourd'hui, après 2 ans presque, que les premières mamans avec lesquelles j'ai travaillé, elles me rappellent déjà pour le 2e. Donc, oui, c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est un accompagnement pas forcément pour le premier enfant. Non. Ça peut être un accompagnement pour chaque enfant. On peut avoir... je me suis rendu compte avec l'expérience et avec les accouchements que j'ai faits qu'on peut avoir la même personne, 9, 10 grossesses, absolument différentes les unes des autres. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est pas parce que c'est pas le premier qu'on doit pas prendre une doula. Au contraire. Parce qu'on est persuadé que ça va se passer comme le premier, mais en fait, ça se passe jamais comme le premier. Bon, alors, tu es aussi vraiment active sur une page qui s'appelle Donna Maman. Alors, ça, c'est Donna Mama, qui a été créée par une jeune femme, Sarah Zerbib. Sarah Zerbib, Nahon, qui a créé ce groupe de mamans. Enfin, c'est pas que des mamans, c'est des mamies, c'est des femmes. Ouais, okay. Voilà. Et on s'entraide, c'est un groupe d'entraide. Un groupe d'entraide, 14 000 membres quand même. À travers le monde. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ça a pris une proportion énorme en je ne sais pas combien d'années, je dis franchement. Mais c'est très, très, très intéressant parce que toutes les femmes qui sont sur ce groupe, elles savent qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elles peuvent demander conseil pour n'importe quel sujet. En général, c'est surtout basé sur les enfants. Mm-hmm. Sur les enfants, sur la grossesse, sur les maladies, sur tout ce qui concerne la famille, on va dire. Et on essaye les unes et les autres d'aider comme on peut. Alors, 24 heures sur 24, c'est aussi le sacerdoce de la doula ? Nahon. C'est pour ça que j'ai jamais fait ce métier avant. Parce que quand on a des petits-enfants, c'est assez compliqué, parce que c'est vraiment une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand les contractions de la maman commencent, il peut être n'importe quelle heure du jour, de la nuit, Shabbat, Yom Tov, je dois y aller. Mm-hmm. À partir du moment où j'ai signé un contrat avec cette personne, je suis dans l'obligation d'aller jusqu'au bout. On se sent très investi. Très investi et très passionné surtout. Ouais, je vois ça. Alors, combien ça coûte Alors, il faut savoir qu'une doula, le tarif, ça dépend surtout de la ville. Chaque doula a son prix, bien entendu. Mm-hmm. Et en général, ça va de 1800 shekels à 3000, voire 3500 shekels. Tout dépend de la doula et tout dépend de la ville où on veut accoucher, oui, de la ville où on habite. Il y a des villes où il y a beaucoup plus de doulas. Voilà, je pense à Jérusalem. Exactement. Évidemment. Par exemple, à Jérusalem, il y a énormément de doulottes. Donc, du coup, les prix sont un peu moins élevés. Mais dans d'autres villes... Dans d'autres villes, comme Tel Aviv ou Netanya ou Ranana, c'est entre 2005 et 3005. C'est ça. Et, voilà. En plus, c'est remboursé par la Coupatroline. Ah, ça, c'est très important. Très important de le souligner, Nahon. C'est remboursé à 75%. C'est-à-dire que la doula fournit une facture à la fin de la prestation et la maman reçoit 75% viré par la Coupatroline. Voilà, de remboursement. Ok. Alors, bon, on imagine très bien que si tu as fait 30 accouchements, tu dois avoir des tas de souvenirs. Des souvenirs merveilleux. Quel est celui qui reste ? Alors, ils sont tous vraiment extraordinaires et j'ai vécu des histoires d'amour avec toutes les mamans avec lesquelles j'ai participé aux accouchements, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des liens très forts et très intimes avec toutes les mamans que j'ai accouchées. Il y en a une particulière, effectivement. C'était l'année dernière, à cette période-là d'ailleurs, au mois de novembre, comme ça. Je suis partie, j'ai l'habitude de partir à Ouman à cette période, au mois de novembre. Et là, j'étais partie. Donc, je pars mes 3 jours. Quand on est à Ouman, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on ne dort pas beaucoup. Okay. On arrive, on est bien décalé au niveau du sommeil. Donc, je suis arrivée, il me semble, à 5 heures du matin. J'avais perdu mon téléphone, donc plus de contact, et j'avais une maman qui devait accoucher. Je lui avais donné quand même le numéro de téléphone de mon guibouille, parce qu'il faut savoir qu'en tant que doula, il faut absolument travailler avec un guibouille. Un binôme. Un binôme, voilà, pour ne pas se retrouver justement dans une galère ou ne pas se retrouver avec 2 mamans qui accouchent le même jour. Au moins, on a la possibilité de s'échanger. Mmh. J'avais donné donc mon numéro de téléphone à ma binôme et
Et donc, j'atterris dans la nuit. J'arrive chez moi à 5h du matin sans avoir dormi du tout. Je continue toute ma journée, donc réveillée. Les enfants, le mari, la maison, l'agitation, nanana. Je vais me coucher le soir, donc à 23h. Et là, j'ai ma binôme qui m'appelle, qui devait, elle, partir à New York. Donc, j'avais en plus ses accouchés à elle. Et qui me dit, vite, il y a Chirel qui va accoucher. Et là, j'ouvre les yeux. Je venais à peine de m'endormir. Vous étiez épuisée. J'étais absolument épuisée. Je suis sûre qu'elle ne connaît même pas cette histoire, Chirel. Et je rappelle ma patiente, je lui parle, et là, je me rends compte que vraiment, c'était son premier, que vraiment, elle va accoucher. Oui, mais elle était déjà partie au Mioun, et qu'elle était vraiment dans le schlave, les schlaves. Dans l'étape. Voilà. Dans l'étape où vraiment, c'est imminent. Donc, je réfléchis pas 2 secondes, je saute dans la douche, je saute les affaires, la voiture, hop, j'arrive. Franchement, je suis arrivée un quart d'heure après le coup de fil. Je suis arrivée dans la salle de Mioun. Elle était allongée en train de hurler, de souffrir. J'essaye de la calmer. Je réussis à la calmer. Au moment où vraiment elle est un peu plus calme, elle me dit « Je crois que je vais accoucher ». J'appelle la sage-femme et effectivement, elle était en train d'accoucher. On a réussi en 3 secondes à la passer vraiment sur le lit de la Rederleda et elle a accouché en 3 minutes. Sans péridurale, sans que j'ai le temps de pouvoir l'aider ou la soutenir. Et c'était un premier. Et c'était un premier. Ouais, ça c'est impressionnant. Il faut savoir aussi que j'avais prié très très fort à Ouman pour que justement j'arrive à aider mes mamans le mieux que je peux et pour qu'elles accouchent sans douleur et rapidement. Je pense que j'ai dû prier un peu trop fort. Pour celle-là, en tous les cas. En tout cas, je trouve ça joli parce que dans ton parcours, on a commencé avec une histoire de départ de ce monde pour finir avec l'accueil de tous ces petits, c'est une de ces belle petits revanche enfants. sur la vie. Une belle revanche sur la vie. On espère que tu vas continuer à faire naître, en tout cas à aider à faire naître plein de petits Israéliens. Ouais, bon, Hachem. Merci d'être venu. Merci à toi. Alors, on te trouve, bien sûr, si on a envie de te sur parler, ma page, de sur conseils, Facebook, exactement. tu en donnes. Elle n'est pas avare du tout en conseils. Du tout, au contraire. Appelez-moi. Donc, vous pouvez la contacter sur Facebook, Mama Doula, Sophie Pérez. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.